Bienvenue sur le podcast Pool Pro Time, le podcast des pros de la piscine. Pool Pro Time, c'est le premier podcast français créé pour les professionnels de la piscine et du spa. Avant de démarrer la journée, devant un café ou tout simplement en route pour le chantier, prenez le temps d'écouter les conseils, les actualités et les parcours inspirants de ceux qui font et ont fait l'univers de la piscine. Ce podcast est produit par IMC, le groupe média numéro 1 dans l'univers professionnel de la piscine et du spa en France et à l'international, qui vous livre les actualités du secteur tous les 2 mois avec le magazine papier Spécial Pro ou en continu sur internet avec eurospaponews.com et ses réseaux sociaux associés. Pool Pro Time, c'est votre rendez-vous toutes les 2 semaines. Je suis Pauline et c'est parti pour l'épisode du jour. Dans cet épisode, nous accueillons un tout nouvel invité, Luc Giovanelli, secrétaire général de la CNEPS et formateur à Pierrelatte. Luc a une grande expérience dans le secteur du bâtiment et partage son expertise aux professionnels de la piscine. Dans cet épisode, il revient avec nous sur une expérience très parlante qu'il a réalisée avec ses étudiants au sujet du béton. Je vous laisse avec l'épisode. Bonjour Luc. Bonjour. Bienvenue dans cet épisode de Pool Pro Time. Avant de commencer, comment allez-vous ? Écoutez, ça va très bien. Merci. Super. Pour commencer cet épisode, je vais vous proposer de vous présenter de la façon dont vous le souhaitez et puis surtout de nous expliquer ce que vous faites dans l'univers de la piscine. Alors, moi, Luc Giovanelli, je suis expert, membre de la CNEPS, la Compagnie nationale des experts en piscine et spa. Je suis à ce titre le secrétaire général de la compagnie. Donc, cette compagnie s'occupe principalement et même essentiellement des problèmes liés à tout ce qui est en rapport avec la piscine. Voilà. Donc, moi, j'ai commencé ma carrière en étant expert bâtiment il y a maintenant un certain temps, il y a 25-30 ans, et les techniques de piscine se développant depuis une vingtaine d'années de façon exponentielle, je me suis intéressé de plus en plus à cette question en devenant spécialiste au fil des années. Maintenant, ça fait bientôt 15 ans que mon activité principale se concentre sur les expertises relatives aux piscines. En parallèle, j'assure une activité de formateur au sein de l'UFA de Pierrelatte, d'accord, pour lequel j'ai en charge les BP piscine, les titres pro piscine. Alors BP, c'est brevet professionnel piscine, titre pro piscine, et BTS technico-commerciaux en rapport avec la piscine. Et je réalise aussi des formations pour les professionnels, toujours dans les parties structure étanchéité, et notamment une dernière formation qu'on a mis en place ça va faire la 2e session, concernant une activité d'expertise et comment faire ses premiers pas dans l'expertise. Ok, donc une expérience riche et variée, mais maintenant vraiment spécialisée sur l'univers de la piscine. Voilà. Et ça tombe bien parce que votre point de vue sur justement tout ce qui est béton va nous intéresser aujourd'hui. Nous allons parler de l'importance de la partie bétonnée quand on construit une piscine maçonnée. Alors, chez les pisciniers français, c'est vrai qu'il y a plusieurs types d'organisations, mais de façon générale, il y a certains pisciniers qui font eux-mêmes tout le béton avec l'étanchéité, et d'autres font juste l'étanchéité sur le béton et sous-traitent la suite. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, voilà. On rencontre tous les types de mise en œuvre, c'est-à-dire que oui, des pisciniers réalisent seulement l'étanchéité sur la structure béton, hein. Alors béton ou aggloméré de béton, on va faire une synthèse des deux. Ou alors il y en a qui réalisent la totalité, mais c'est rare que les pisciniers réalisent seulement le béton et pas le reste. D'accord? Voilà. Donc après c'est sous-traité, co-traité, voilà. Ok, mais ça reste quand même hyper important, quoi qu'on fasse, d'avoir des connaissances solides. Et dernièrement, au lycée de Pierrelatte, vous avez effectué plusieurs essais sur des éprouvettes de béton. Donc auprès de vos étudiants. D'où vous est venue cette idée de faire cette expérience ? L'idée de cette expérience, donc les expériences, moi, c'est pas nous qui les avons inventées. L'expérience qu'on a faite, c'est régulièrement réalisé pour des divers types d'ouvrages. Donc je me suis aperçu
que les étudiants avaient du mal à visualiser, à contextualiser les différents types de béton et leur mise en œuvre et le résultat final en fonction des différents paramètres que l'on pouvait appliquer au béton, notamment l'acier. Ils avaient du mal à visualiser les différences et les impacts que pouvaient avoir les méthodologies de mise en œuvre du béton. Donc, on a décidé de mettre en place cet essai. Alors là, on l'a réalisé la première année avec les BP2. On a réalisé l'essai du début à la fin. Ils ont beaucoup mieux appréhendé le béton de cette façon-là. Et du coup, les essais, c'était effectivement plusieurs façons de préparer le béton pour une piscine maçonnée, c'était ça? Voilà, j'avais quand même donné une ligne directrice pour déterminer avec exactitude les principales caractéristiques à respecter. Donc au départ, moi, quand je leur ai donné à faire, ils avaient aucune idée des résultats. On n'a pas fait des essais au hasard. On n'a pas dit, bah, tiens, on va mettre un peu plus d'eau, on va mettre un peu plus de gravier, on va mettre... Moi, les essais, ils étaient quand même cadrés pour qu'on ait les résultats que je souhaitais avoir et les BP2 là ont très bien réalisé les résultats puisque les essais ont donné des résultats, sauf un, mais bon, sur tous les essais, ont donné vraiment des résultats conformes à ce qui se passe avec des essais en laboratoire. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que nous, les essais, c'est pas quand même des essais en laboratoire, hein, c'est des essais avec des jeunes et on n'a pas des conditions de laboratoire, mais on a réussi quand même à avoir, in fine, de très bons résultats et de très bonnes analyses. Et c'est vrai qu'à la suite de ça, vous avez proposé un article qui est assez complet, vraiment dans le Spécial Pro numéro 63 qui est sorti au mois de juin, où justement vous avez donc mis en exergue à travers des images les résultats des essais. Et puis surtout, dessous les images, il y a vraiment des chiffres qui sont plus que parlants. Oui, c'est ça. Donc, dans le spécial pro numéro 63, avec les étudiants, on a mis en musique, j'allais dire, les essais, avec des photographies, avec les différents types d'essais. Ce que je vous disais, c'est les résultats, ils sont très parlants et conformes à la réalité d'un béton in situ, si vous voulez. Et du coup, dans votre article, vous parlez de deux types de matériaux, le mortier et le béton. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots la différence entre les deux? On a fait également des éprouvettes sur du mortier, sur du béton. Alors la différence entre le mortier et le béton, la principale différence, c'est la granulométrie, d'accord? Dans un béton, on a une granulométrie plus importante que dans un mortier. Si vous voulez, le mortier est principalement constitué de sable. C'est de la granulométrie quand même grosse. C'est pas du sable de mer, hein, d'accord? C'est quand même un granulat un peu plus gros. Et le béton, en plus de ce sable, on y rajoute des graviers. Un peu des graviers, pour donner une idée, un peu des graviers comme vous avez dans votre cour quand vous avez une cour en gravier. D'accord. Et dans l'expérience, j'ai cru comprendre aussi qu'il y avait une histoire de vibration qui avait une importance dans cette expérience. Alors voilà, donc nous, tous les échantillons que nous avons faits, nous les avons vibrés manuellement à l'aide d'un marteau avec lequel nous avons tapé sur les coffrages. Parce que bon, en chantier, ça se fait avec une aiguille vibrante et tout, sauf que là, sur nos petits échantillons, on n'y arrivait pas. Enfin, on ne peut pas le faire. Donc, on a vibré le béton. La vibration du béton est importante dans une paroi en béton, hein. Une paroi en béton coffré, hein, pas une paroi en aggloméré à bancher. Une paroi en aggloméré à bancher, on ne les vibre jamais. Bon, ça c'est peut-être un peu compliqué, mais ceux qui écoutent et qui le font souvent, ils ont compris la différence. Si vous voulez, une paroi en aggloméré à bancher, c'est des éléments manufacturés dans lequel on les pose les uns sur les autres, si vous voulez, un peu comme des morceaux de sucre, et on vient couler du béton à l'intérieur. Ça représente un coffrage perdu. Si vous voulez ces éléments manufacturés, on les laisse en place. D'accord? Vous avez peut-être vu des maisons construites en aggloméré de béton, c'est gris, si vous voulez. Vous avez vu gris par rapport aux briques qui sont rouges. Bon, c'est un peu la même chose en fait. C'est des éléments manufacturés qu'on monte les uns sur les autres, qui sont également en aggloméré de béton et qu'on coule dedans. Ensuite, ça c'est une paroi en aggloméré de béton à bancher. Ensuite, il y a les murs banchés. Les murs banchés, on les coffre avec des coffrages en acier ou en bois. Ensuite, on vient couler le béton dedans et une fois sec, on décoffre et on reprend les coffrages. D'accord? Donc là, la surface que l'on va voir, c'est le béton que l'on a coulé. D'accord? Voilà. C'est ça la différence entre du béton banché et du béton dans des agglomérés creux de béton.
D'accord? Voilà les deux différences. Alors, c'est pour ça que là, j'ai vite fait parce que souvent nos étudiants se trompent et je leur dis bien attention, les agglomérés en béton, on ne vibre jamais le béton que l'on met dedans. Par contre, on vibre toujours le béton dans du coffrage, dans du béton coffré. D'accord? Donc, la vibration, nous, on l'a vibré au petit marteau, hein, puisque on n'avait pas de table vibrante pour vibrer ça. Donc, Mais là, c'était important pour l'expérience que d'aller jusqu'au bout et de le vibrer, du coup. et la vibration, elle a pour but essentiel de faire échapper les vides qui pourraient se trouver dans le béton. D'accord? Parce que quand vous coulez, vous emprisonnez tout le temps de l'air. D'accord? Vous ne pouvez pas faire autrement, vous emprisonnez de l'air. Et cet air, forcément, quand le béton va sécher, il va créer des... Des bulles d'air et plus il y a de creux, moins le béton est solide et va faire son travail, quoi. Ben oui, c'est comme tout. Quelque chose de compact ou si vous avez une éponge qui a beaucoup de creux, c'est pas solide. Voilà. D'ailleurs, sur les photos, on voit que ils sont quand même assez régulièrement vibrés puisqu'on a une surface assez lisse sans trop de nids de cailloux. Les trous dans le béton, ça se manifeste une fois que le béton est décoffré par des nids de cailloux. Bon, visiblement, il y a pas mal de choses à dire sur la vibration. Ça fera peut-être l'objet d'un futur épisode. La vibration, oui. La vibration, il y a beaucoup de choses à dire également. Donc nous, là, on a vibré avec le marteau. Quand on commençait, parce qu'après c'est une habitude, quand on commençait à voir la laitance se soulever dessus, tac, on arrêtait et c'était bon. Ok. Voilà. Et oui, donc peut-être sur un prochain épisode, si nos auditeurs sont motivés, on pourra parler de la vibration. Voilà, on pourrait faire la vibration. Cette expérience, elle était importante justement pour montrer quelles sont les erreurs les plus fréquentes qui arrivent vraiment sur le terrain une fois qu'on est piscinier. Et c'est pour ça qu'elle était importante pour les étudiants, mais aussi pour nos lecteurs, de rappeler certains fondamentaux. Quelles sont les erreurs que font le plus souvent les pisciniers sur la partie bétonnée? Alors, déjà, les gens qui font des piscines en béton, donc les erreurs dont on va parler maintenant, sont beaucoup plus visibles sur du béton banché. D'accord? Puisque quand on coule, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, quand on coule le béton dans les agglomérés à bancher, le béton, on le voit pas. Le béton, il est à l'intérieur. Et la surface, c'est la surface des agglomérés à bancher. Donc, les erreurs vont principalement être significatives et visibles sur un mur en béton banché. D'accord? Donc, le béton, c'est très très rare. Moi, j'ai plus vu de gens qui faisaient du béton banché à la bétonnière depuis je ne sais plus combien de temps. Donc, la livraison du béton se fait par camion de toupie, hein, d'accord? Le béton est tout prêt. La première chose que le piscinier doit bien regarder, c'est de demander à sa centrale une formulation du béton compatible avec le travail qu'il a réalisé. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut qu'il détermine avec exactitude la grosseur des grains, la compacité et la résistance. Donc une erreur fréquente, ça serait d'avoir justement un béton qui a été livré et qui soit pas en lien avec l'objectif de ce qui va être fait. Qui soit pas ou peu compatible avec, ça marchera toujours un peu, mais ça marchera pas toujours, ça marchera pas de façon parfaite. D'accord? Donc c'est ça. Déjà, il faut qu'il choisisse une formule qui lui convienne et que tout soit en relation avec son ouvrage. Ensuite, une fois qu'ils ont choisi cette formule, voilà, là déjà c'est la première chose, il faut que la formule soit bien adaptée. Donc une fois que ce béton est arrivé, il faut absolument que le piscinier l'utilise en l'état. D'accord? C'est-à-dire que quand il sort de la toupie, il n'y incorpore rien. Et notamment, Parce que parfois, donc c'est ce qui se passe, les professionnels. Hein. c'est pas parfois, c'est quasi systématique. Et pourquoi ils mettent de l'eau? Eh bien, parce que la centrale, il vous fait un béton avec une résistance caractéristique. Par exemple, il vous dit c'est 45 mégapascales à 28 jours, avec une formule bien spécifique. Si vous rajoutez de l'eau, on diminue de façon drastique la résistance, on augmente le retrait et on augmente le temps de séchage. Donc, l'erreur principale que font, mais pas que les pisciniers dans le bâtiment en général, c'est à la sortie de la toupie rajouter de l'eau. Pourquoi? Parce que quand on rajoute de l'eau, il s'insère mieux dans les coffrages et il est plus facile à mettre en œuvre. Sauf que c'est une grosse Voilà, erreur. mais c'est une erreur parce que après, en fait, ça a un impact sur sa solidité pour le chantier. Ah ben, ça a un impact sur sa solidité
et sur sa réaction lors de l'évaporation de l'eau. Ok. D'accord? Donc, voilà, ça, il faut absolument pas le faire. Ça, c'est la principale chose qui se passe quand le béton arrive. Et vu que vous parlez justement de la solidification, est-ce que les temps de séchage du béton sont respectés le plus souvent? Si vous trouvez que le béton est pas assez, il n'a pas une ouvrabilité assez importante, on rajoute dedans un adjuvant qui permet de le rendre plus ouvrable, donc plus liquide, sans modifier ses caractéristiques intrinsèques. D'accord? D'accord. Ok? Ok. Vaut mieux faire ça et jamais rajouter d'eau. Donc ensuite, la deuxième chose à éviter, c'est ne pas se tromper quand on met le ferraillage. Ok. D'accord? Donc le ferraillage, il doit toujours se mettre dans la partie en traction et pas dans la partie en compression. D'accord? D'accord. Donc, il faut savoir qu'un béton en compression, il résiste 15 fois plus qu'en traction, hein. D'où la mise en place d'acier. D'accord? Donc ça, c'est une erreur aussi. Et ensuite, une autre erreur qui est souvent faite pour des questions de rotation de banches. D'accord? Ouais, toujours pour les banches dont je vous ai parlé tout à l'heure, les banches qui sont enlevées à la fin. Pour une question de rotation de banches, c'est une absence de temps de séchage suffisant. Il faut savoir qu'un béton est considéré, alors, il est considéré sec et ayant obtenu 95 voire 96% de sa résistance, c'est à 28 jours. D'accord. Mais du coup, quand on est en période estivale et qu'il y a beaucoup de chantiers, comment on fait pour tenir ce délai de 28 jours? Alors, on peut, on peut laisser le coffrage moins longtemps. Enfin, normalement, un coffrage, il devrait rester 3-4 jours minimum. Tandis que là, quand il fait très chaud, il y en a, ils décoffrent 2 jours après, quoi. Donc là, on peut rien faire. Par contre, quand on décoffre rapidement, il existe, pareil, des produits de cure. Ça s'appelle un produit de cure, hein, qui permettent au béton de sécher doucement, même le coffrage enlevé, d'accord, qui permettent au béton de sécher plus doucement et notamment d'éviter une évaporation très rapide. Ce qui pose un gros problème dans le béton, c'est que quand vous décoffrez, vos deux parois, elles sont au soleil et vous évaporez votre eau qui est à l'intérieur du béton de façon très rapide et vous créez des fissures de retrait énormes. Si vous voulez, le béton, il n'a pas le temps de faire sa prise lentement et craqueler. Un peu à l'instar du sol, quand vous avez des fois des grosses chaleurs sur un sol un peu mi-argileux, où ça fait des fissures partout, quoi. D'accord? Donc voilà, on peut résumer les 3 grosses choses qu'il faut éviter. La première chose, c'est avoir une bonne composition. Ensuite, éviter de rajouter de l'eau lorsque la toupie est arrivée sur le chantier, bien vérifier la position des ferraillages, essayer de laisser le coffrage le plus longtemps possible et si un décoffrage est obligatoirement réalisé de façon assez rapide, utiliser un produit de cure pour éviter la dessiccation rapide du béton. Voilà les grands points qu'il faut faire et effectuer, bien entendu, mais ça, on ne peut pas effectuer une vibration correcte dans les normes avec les bonnes aiguilles vibrantes de façon efficace et correcte. Merci Luc pour ces précieux conseils. Et parce que en fait, si on ne respecte pas tout ça, il y a d'énormes malfaçons. Et vous, de par votre métier, vous en avez observé vraiment beaucoup de malfaçons. Ce qu'il y a, c'est que si on n'observe pas tout ça, on va avoir des malfaçons c'est sûr, qui vont entraîner des désordres. D'accord? Alors, le désordre, alors, si le béton est mal fait complètement et tout ça, on peut aller à la rupture du béton, mais c'est quand même assez peu répandu, hein. Une piscine en béton, comme je vous disais tout à l'heure, on n'a pas des contraintes terribles, donc on casse jamais la piscine. Par contre, ce qu'on a en permanence, c'est beaucoup de retraits, des fissures de retrait importantes, qui, dans le cas de certains revêtements, engendrent des fuites, des problèmes. Voilà. C'est surtout ça. Après, on peut avoir aussi un revêtement du béton au décoffrage pas joli, ce qui nécessite une reprise. Mais le gros problème, nous, en piscine, c'est les fissures, micro-fissures. Après, il y a des problèmes structurels qui peuvent également arriver. Si vraiment vous faites n'importe quoi, il peut y avoir des problèmes structurels. Surtout qu'après la pose de la membrane, en fait, les micro-fissures, elles sont cachées, on les voit pas forcément, il y a de la perte de l'eau et puis... Alors, voilà, c'est ce que j'allais vous dire.
il y a plusieurs types de revêtements et d'étanchéité. Donc, dans le cas d'une membrane, liner ou PVC armé, c'est vrai que les micro-fissures, elles se voient pas puisqu'on vient carrément mettre une membrane indépendante du béton. Donc il y a des fissures derrière, mais si vous voulez, personne ne les voit. Par contre, dans le cas de carrelage et d'étanchéité sous carrelage, je répète encore une fois, le carrelage, c'est pas une étanchéité. Le carrelage, c'est un revêtement. Il faut bien que tout le monde tous les pisciniers, l'aient bien en tête. Sous le carrelage, on doit faire une étanchéité, alors peu importe laquelle, une étanchéité liquide, enfin, peu importe, mais dessous, il doit y avoir une étanchéité. Donc, dans ce cadre-là, si on a des grosses fissures, ça peut déchirer l'étanchéité et même créer des fissures sous le carrelage. Et du coup, on a des pertes d'eau et puis tout le monde est un peu embêté parce qu'après, il faut revenir. Après, tout s'enchaîne. Après, tout Ok. s'enchaîne. D'accord? Super. Merci Luc pour toutes ces informations. Et puis pour conclure cet épisode, je vais vous laisser le mot de la fin parce que je crois que vous avez quelques conseils quand même très importants que vous vouliez donner aux pisciniers. Voilà, pour conclure, très important, le rapport au surcé, le rapport au surciment, la position du ferraillage et le temps de décoffrage. Eh bien, merci beaucoup Luc pour votre participation à cet épisode et je vous dis à très bientôt. J'espère que cet épisode vous aura plu avec ces quelques rappels essentiels sur l'usage du béton pour la construction d'une piscine maçonnée. À bientôt dans un prochain épisode. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager autour de vous, que ce soit auprès de vos collègues et partenaires ou encore sur vos réseaux sociaux. Pour ne manquer aucun épisode de Pool Pro Time, abonnez-vous dès maintenant sur la plateforme d'écoute de podcast que vous utilisez. Vous recevrez une notification dès qu'un épisode sortira. Je compte sur vous pour m'envoyer vos idées, vos envies, vos retours par rapport à cet épisode, mais aussi aux autres. Vous pouvez retrouver les actualités du secteur sur Facebook et LinkedIn, @eurospapoolnews, mais aussi sur le site eurospapoolnews.com. Hâte de vous retrouver dans le futur épisode. À bientôt!